Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. C'est bon maintenant? D'accord. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, en fonction du moment de la journée où vous nous recevez, chers amis internautes. Bienvenue sur cette émission spéciale consacrée aux élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 en République du Bénin. Nous parlerons du processus électoral en cours devant conduire à l'effectivité de ce vote du scrutin législatif. Nous parlerons de la campagne électorale qui prend fin dans quelques heures. Nous parlerons également du vote qui aura lieu le 8 janvier 2023, bien évidemment, le dimanche prochain. Pour en parler, chers amis internautes, je reçois un analyste politique qui est consultant médias communication. Il est également acteur politique, Distel Amoussou, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émissions télé de ESAE TV. Un autre habitué des plateaux de ESAE TV qui, à un moment donné, nous a échappé, qui nous est revenu, Jean-Baptiste Elias. Il est de la société civile. Il est président du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis internautes. Merci d'avoir répondu à l'appel. C'est pas facile par ces temps-ci. Oui. Au cours de ces élections législatives où les acteurs politiques tous sont préoccupés par les meetings de campagne et bien d'autres. Jean-Baptiste Elias, merci d'avoir accepté l'invitation. Très bien, nous sommes là. Alors, vous êtes de la société civile. Dites-nous de façon sommaire et expéditive quel est le regard que vous portez sur le processus électoral en cours actuellement au Bénin. Merci beaucoup. Je salue tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Et je voudrais dire que la société civile a une préoccupation. Laquelle? Celle de faire en sorte que la paix soit au rendez-vous tout au long du processus électoral. Et nous y sommes, effectivement. Je voudrais rappeler que 7 partis politiques ont présenté leur candidature acceptée, parce qu'il y avait 8 en tout, mais 7 ont été retenus. C'est une très bonne chose. De ce point de vue, nous devons féliciter tous ceux qui, depuis le président de la République, en passant par les présidents d'institutions, à savoir la Cour constitutionnelle, ont joué leur partition pour que nous ayons 7 sur 8 qui puissent prendre part aux élections. Ce n'est pas gagné d'avance. Tout à fait. En 2019, hélas, vous savez ce qui s'est passé et la société civile ne souhaite pas et n'a jamais souhaité que nous puissions vivre ce que nous avons vécu en 2019. De ce point de vue, vous voyez, jusque-là, tout se passe normalement bien, à peu de choses près. La paix est au rendez-vous et nous souhaitons que la paix soit au rendez-vous au soir du 8 janvier 2023. Nous y travaillons et nous souhaitons que tout le monde, quel que soit le niveau de responsabilité de celui-là ou de celle-là dans la cité, que chacun puisse contribuer à ce que la paix soit au rendez-vous pour nous permettre de pouvoir poursuivre
l'œuvre de développement, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Dessela Moussou, vous avez suivi tout à l'heure votre vis-à-vis qui souhaite ardemment que la paix soit au rendez-vous. Évidemment que c'est un souhait partagé. Je vais juste rajouter, en prenant pour mon compte le constat contextuel que nous avons aujourd'hui, pour dire que tout se passe normalement. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il peut y avoir quelques déchets. Mais ces déchets-là ne sont pas de nature à compromettre la paix. Donc, tout se passe normalement. Je dois rajouter aussi que la paix, c'est un ensemble ou la somme de la production de nos comportements. Voyez-vous, donc, saluer toutes les institutions, notamment votre prédécesseur, notamment le gouvernement, qui a joué pleinement sa partition. Saluer les institutions qui sont impliquées dans l'organisation pratique de ce scrutin. Oui, le gouvernement, parce que nous avons pu mettre, l'État béninois a pu mettre de l'argent de côté pour financer ces organisations-là. Et ce financement est arrivé à temps. Ça veut dire que nous avons un État responsable, nous avons un gouvernement responsable qui a programmé ses rendez-vous et se donne les moyens de les honorer. C'est à son honneur. C'est à son honneur. Alors tout à l'heure, Dessela Moussou disait qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Jean-Baptiste Elias, est-ce que vous, dans votre touche d'acteur de la société civile, au regard de votre passé qu'on vous connaît très bien, très critique d'ailleurs, est-ce que vous avez noté des irrégularités au cours du processus actuellement en cours? Hélas, oui. Lesquelles? Hélas, oui. Elles sont mineures ou majeures? Non, au fond, ça dépend de ce que l'on met dans mineur ou majeur. Nous allons nous fonder sur le code électoral. Oui. Le code électoral a interdit un certain nombre de comportements, a interdit un certain nombre d'actes, a interdit un certain nombre de choses que, malheureusement, au cours de la campagne électorale, nous avons constatées. Lesquelles, par exemple? 1. Il est bien dit à l'article 57 du Code électoral que on ne doit pas, non pas l'article 57, c'est l'article 54 plus précisément, qu'on ne doit pas mettre des pratiques publicitaires à caractère commercial, l'offre de tissus, de t-shirts, de stylos, de porte-clés, de calendriers et autres objets, les dons et libéralités, ou les faveurs administratives faites à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque, de citoyens, etc., etc. Mais nous avons constaté, hélas, qu'on est en train de mettre au cours de la campagne, pendant la période de la campagne, des sacs de vivres destinés, n'est-ce pas, aux populations, destinés aux électeurs, maïs, riz, haricots, toutes choses qui ne devraient pas se faire 12 mois avant les élections. Et nous y sommes aujourd'hui. Ça se passe comme ça. Nous avons trouvé, Oui. n'est-ce pas, des préfets qui donnent un certain nombre de discours, alors que c'est interdit, qu'ils doivent le faire. Quel est le discours? Le discours de propagande pour un parti ou un autre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce que vous avez pu dissocier le préfet lorsqu'il était en mission dans ses prérogatives de préfet, ou parce que ces préfets aussi également aujourd'hui sont membres de partis politiques? Oui, bien sûr. Alors justement, même tout en étant membre de parti politique, il est interdit qu'il puisse faire ce qu'il est en train de faire. C'est ça ce que je vous dis. Et l'article, il y a un article de code qui l'interdit très clairement. Et de ce point de vue, Oui. il faudrait faire attention. Nous en avons vu. Voilà. L'utilisation des attributs, bien non, ça c'est pas ça. C'est l'article 50. Il est interdit à tout agent, sous peine, de distribuer au cours des heures de service des bulletins. C'est pas de ça qu'il s'agit. Bref, c'est là-dedans. C'est dans le code électoral. C'est Dans inscrit. le code électoral, c'est clair. Si vous voulez, on va décortiquer tous les articles et puis on va en parler. Nous avons constaté également des distributions de
d'effets de propagande. Nous connaissons des responsables qui ont mis un certain nombre de dispositions dans des domiciles donnés pour appeler les femmes à venir prendre des prêts. Des prêts, n'est-ce pas, de 50 000 francs. Des microcrédits. Des microcrédits, des prêts à ce moment-là, parce qu'on souhaite qu'elles votent pour tel candidat. Nous avons toutes ces preuves-là. On a même pris des dispositions pour pouvoir le faire. Mais pour l'instant, étant donné que nous sommes dans la logique de la paix, nous en parlons pour que ça s'arrête et que ça ne se poursuive plus. Nous avons appris, et là, il faudrait que nous puissions le dire pour que les gens fassent attention, que le jour du vote, il y a des dispositions qui seraient, parce que là, il faut attendre le 8, qui seraient en train d'être prises pour que les distributions d'argent puissent se faire, des indicateurs puissent être là pour dire tel candidat et tel électeur, vous voulez aller là-bas, passez dans telle maison d'abord, on vous montre un logo là-bas, on vous donne de l'argent là-bas pour que vous puissiez voter pour ce logo-là. Et autre chose, la veille, c'est-à-dire le samedi 7, dans la nuit du samedi 7, des dispositions seraient en train d'être prises pour passer de quartier en quartier, de maison en maison, pour distribuer de l'argent et demander à ce que les gens aillent voter pour tel ou tel, n'est-ce pas, parti politique. Toutes choses qui ne sont pas de nature à favoriser la libre concurrence. Ça ne met pas tous les partis sur le même pied d'égalité. Et c'est des choses qui sont interdites par le Code. Et nous avons pour mission d'attirer l'attention des uns et des autres pour faire en sorte que ça ne puisse pas être des éléments devant permettre à ce que le vivre ensemble que nous sommes en train de constater dans de bonnes conditions puisse être dégénéré. Dissé Moussou, je me retourne vers vous. C'est vrai qu'en voulant vous inviter ce matin pour ce plateau, j'étais un peu embarrassé, vu que désormais vous êtes en politique. Mais je me rappelle bien de cette phrase que vous avez prononcée lors de votre entrée en politique, que vous n'allez pas en politique pour vous dénaturer. On reconnaît quand même être très soucieux et très préoccupé par la question d'injustice et d'équité au sein de la société. Vous avez suivi tout à l'heure le président du FONAC qui a évoqué certains faits dont il détient les preuves. Est-ce que vous avez fait les mêmes constats? Et face à cela, quelle est votre réaction? Je vous dirais simplement que la société civile globalement, dans toutes les démocraties, joue un rôle important de veille. Et c'est ça qui permet aux dirigeants, aux institutions, de se donner des pistes, n'est-ce pas, de la probité et de la bonne gouvernance. Et le président Jean-Baptiste Elias a certainement les preuves de ces allégations. Il a affirmé tout à l'heure. Et moi, je perçois plutôt une caricature pédagogique pour étouffer dans l'œuf toute velléité de fraude ou de comportement tendant à biaiser la libre concurrence ou la concurrence juste, équitable. Maintenant, j'ai quelques soucis par rapport au premier point de ces allégations, les dons de libéralité en ces moments précis de la campagne. Oui, il ne faut pas sortir du package d'analyse le contexte dans lequel se déroule la campagne aujourd'hui. C'est un contexte qui cadre avec les fêtes de fin d'année. Il y a une coïncidence entre ces fêtes-là et la campagne électorale. La campagne électorale est codifiée et il y a des choses qui sont proscrites. Mais il se trouve qu'il y a des habitudes que certaines personnalités, qu'elles soient politiques ou de la société civile, notamment d'églises, d'hommes de foi, de mécènes, des responsables religieux,
même pas, c'est-à-dire des personnes, des mécènes qui ont la foi, le souci du partage, de l'accompagnement des personnes déshéritées ou de moindres revenus, je ne dirais pas de personnes pauvres. Il y a des personnalités comme ça qui avaient déjà cette pratique-là, qui par exemple, à la fête de Noël, avaient pour habitude depuis 10 ans derrière d'offrir des vivres dans les... Altruisme ou pour entretenir l'électorat? Dans les écoles où il y a les orphelins, dans les orphelinats, dans les églises, dans les quartiers, cette personne avait cette pratique. Alors, si elle les réitère au cours de cette campagne, il serait très facile d'assimiler leur acte à de la violation, n'est-ce pas, du code électoral. C'est vrai. Alors, il me vient à l'esprit, est-ce que pour cette raison, cette année, ils ne vont pas le faire en laissant ces enfants-là dans la privation de ce qu'ils avaient pour habitude de recevoir? Je ne sais pas. Il nous le dira certainement. Mais sur certains points, je partage les observations. Mon conducteur... Lesquels de points? Partage d'argent, je préfère le dire comme ça. Distribution systématique d'argent. Mon conducteur ce matin m'a dit, tiens, son épouse, hier nuit, parce qu'il est rentré après minuit, hier nuit, lui a tendu 2000 francs pour dire que c'est telle partie, les gens de telle partie, qui sont allés les voir pour leur distribuer 2000. Et cela se passe à Décombé, voyez-vous. Alors j'ai dit, ah bon, et tu as pris? Il dit, non, moi je suis rentré tard, ils ont fini avant que je le vienne. Et mon épouse m'a montré ces 2000 francs à elle qu'elle a reçus. Cela gêne. Cela gêne lorsqu'on veut avoir une compétition qui devrait être basée sur un programme de législature, sur des idées, sur des propositions d'alternatives. C'est de cela qu'il est question. Et puis, qu'on ne l'oublie pas, nous sommes dans une élection de proximité. Ce n'est pas une élection présidentielle, encore que là, la loi l'interdit. Alors, Jean-Baptiste Elias, est-ce que le contexte, comme l'a évoqué tout à l'heure Stella Onsou, des fêtes de fin d'année, durant lesquelles, quand même, des acteurs politiques par le passé, appelons un chat, avaient peut-être l'habitude de distribuer des vivres pour entretenir l'électorat? Est-ce que, au regard du contexte... Pas forcément entretenir l'électorat. Pour aider... Moi, je suppose. Je suppose. Parce qu'ils faisaient ça hors des périodes électorales depuis certaines années. Tout à fait. Jean-Baptiste Elias. Non, vous savez, je suis en train de comprendre mon vis-à-vis. D'abord, avant de répondre précisément à la question, il a confirmé tout à l'heure, avec preuve à l'appui, qu'on est en train de distribuer de l'argent. Ça me va. Merci beaucoup de l'honnêteté que vous avez sur ce plateau en ce qui concerne ce que nous avons constaté sur le terrain et que nous disons. C'est un devoir. Maintenant, pour revenir au problème de distribution des vivres. Chers collègues, nous savons faire la différence. Et de ce que nous sommes en train de dire, ça n'a rien à voir avec votre exemple. Évidemment, je ne sais pas ce que vous dites. Donc voilà, ce que nous disons, oui, c'est la distribution des vivres pour les campagnes électorales. Nous précisons très bien. Et quand le moment viendra, nous dirons le lieu et comment ça s'est passé, on a filmé. Donc nous savons de quoi nous parlons. Pour revenir, n'est-ce pas, oui, à la question tout à l'heure, quand on parlait des préfets, c'est l'article 56 du Code électoral qui dit spécialement ceci. En tout état de cause, il est interdit, sous peine de sanctions prévues au Code pénal, à tout préfet et à toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale Sénat, à tout membre d'institution en charge électorale, de tout agent public en service dans ces institutions, à tout personnel électoral en général,
de se prononcer publiquement, d'une manière quelconque, sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen, ou pour susciter ou soutenir sa candidature, ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui concourt. C'est très clair. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en quoi le texte là, ça veut dire que lorsque je suis un préfet, même si je suis membre d'un parti politique, Oui. je dois m'abstenir pour la campagne électorale. Absolument. C'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Et ce sont nos députés qui ont bien voté cette loi. Et le président de la République a promulgué cette loi. C'est passé au journal officiel. Donc, ça s'impose à tout le monde. Donc, quelques exemples, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, Oui, allez-y. pour la suite, nous avons dit et nous répétons qu'il faudrait que ça cesse. C'est vrai que nous sommes à la fin de la campagne, Tout à fait. mais le reste, ce qui va se passer dans la nuit Du samedi. de samedi à dimanche, c'est la distribution d'argent de quartier en quartier, de maison en maison, Selon les informations que vous avez. selon les informations que nous détenons et qu'il faudrait tout faire pour que les gens puissent faire attention. Qu'est-ce qu'il faut? Mon vis-à-vis tout à l'heure a dit, il s'agit de faire des débats d'idées. C'est très clair, il a dit tout à l'heure, vous avez entendu. Ce n'est pas l'achat de conscience. Nous, au FONAC et à la société civile, nous souhaitons qu'il n'y ait pas achat de conscience. Mais à qui revient la responsabilité de réglementer cela? Mais la loi l'a réglementé. Autrement dit, si on prend quelqu'un en train de le faire et qu'on le poursuit, la justice fera son travail. Ce serait dommage. Il faut éviter ça. Et ça peut permettre à ce qu'il y ait de l'échauffourée entre les candidats ou les représentants des candidats. Un exemple. Le parti A est en train de distribuer de l'argent. On a prévenu le parti B pour dire venez voir. Le parti B qui n'a pas d'argent, qui vient constater, il peut y avoir de la bagarre. Justement, non. Oui, Cela, votre question pose le problème du fonctionnement réel des instruments partisans. La loi est claire là-dessus. Toute formation politique doit disposer d'une école politique de formation. Voyez-vous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut former les militants. Il faut éduquer les militants à la citoyenneté et au patriotisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un parti responsable dans son architecture devrait disposer d'outils capables de régler un certain nombre de problèmes. Il ne s'agit pas, par exemple, d'aller dans la maison où ils sont en train de distribuer de l'argent pour aller jouer au Django. Il s'agit de connaître un huissier, n'est-ce pas? De disposer d'abord dans son effectif un huissier permanent. Et lorsque vous avez les informations, lorsque vous avez des informations, vous envoyez, n'est-ce pas, ces huissiers-là qui sont agents assermentés, faire un constat et vous enclenchez une procédure devant la justice. En tout état de cause, nul n'a le droit de se faire justice. Voyez-vous, c'est la méconnaissance de certaines dispositions légales, de bonne conduite et de pratique qui amènent aux prémices de la violence. C'est ce que je voulais rajouter. C'est ce que vous voulez rajouter. Alors, Jean-Baptiste, là, je me retourne vers vous pour vous poser une question quand même un peu spécifique. Est-ce que, durant la campagne électorale, jusqu'à cet instant précis, est-ce que vous avez noté des propos qui ne sont pas en conformité avec les prescriptions du code électoral? Absolument. Il y a des propos d'intimidation. Tout à l'heure, mon vis-à-vis dit, chaque parti doit avoir une école pour former les militants. Mais quand nous avons constaté sur le terrain que des responsables politiques font des discours d'intimidation des électeurs, alors que la loi l'interdit, ce n'est pas bien. Nous, humblement, nous avons pour mission de rappeler seulement aux uns et aux autres ce que la loi dit et ce qu'il ne faut pas faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a eu des... Le code électoral
d'une part, et le code pénal, d'autre part, ont prévu la sanction pour les trafics d'influence. Nous avons un certain nombre de responsables politiques qui disent, vous faites ci, vous aurez ça. Vous faites ci, je vous ferai ça. Si vous faites ça, je vous ferai ceci. Si vous votez pour X, je vous ferai... C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, ce qui va se passer, c'est que on met parfois les électeurs dans la situation que, hélas, notre ami et feu professeur Guédou a connu en 1991. Vous vous souvenez? J'espère que mon collègue se souvient. Sinon, je vais le rappeler très rapidement. Oui, très bien. Alors, le professeur Guédou plutôt, qui était... Goudou, c'est bien Goudou. Thomas, paix à son voilà, âme. merci Thomas. beaucoup, paix à son âme. Goudou avait créé une équipe de football avec 23 personnes au moins. Si c'est cette anecdote, il n'était pas le seul. Hein, il y avait... Attends, j'arrive. Il y avait M. Ombedi. J'arrive. Aussi, et donc ils sont partis, eux tous, s'inscrire, n'est-ce pas, dans un même bureau de vote. À l'époque, on l'appelait bureau de vote. C'est poste de vote maintenant. Et puis, le jour du vote, en 1991, son bureau de vote, il n'a eu que 2 voix. Il dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il était candidat à l'élection présidentielle. Il dit, ce n'est pas possible. Comment je peux avoir 2 voix? Ce n'est pas possible. J'ai entretenu l'équipe de football, acheté maillot, je leur donne tout ce qu'il faut, entretien matin, midi, soir. Tout au moins, je m'attendais à avoir 25 voix dans ce bureau de vote. Mais là, faut pas on a dit non. 2. Et à l'époque, c'était le ministre Félix qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. On a essayé de vérifier. Florentin, merci, paix à son âme. On a essayé de vérifier et on a fait les décomptes au niveau de ce bureau de vote-là. On a trouvé réellement qu'il avait 2 voix. Et les 23 autres ont voté pour quelqu'un d'autre, tout en étant, n'est-ce pas, membre de son équipe. Membre de son équipe, entretenu par lui. Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui vont éventuellement distribuer de l'argent la veille, là, les populations sont maintenant très, très, très conscientes. Elles vont prendre l'argent, mais elles iront voter pour, n'est-ce pas, le candidat de leur choix. Et c'est ce qui risque de se passer. Alors, faisons attention que vous ne distribuez pas l'argent et que le jour du vote, vous soyez surpris, n'est-ce pas, du résultat qui sortira. On va dire, mais c'est pas possible, j'ai donné de l'argent à X, Y, Z. Comment se fait-il que j'ai ça? Et puis ça va commencer à crier. Non. Certains seront blâmés. Alors, donc, il faut faire attention. Vous allez donner de l'argent, les populations vont prendre. Les populations sont très éveillées maintenant. Mon collègue en face a bien dit qu'on a sensibilisé les populations à partir des écoles, n'est-ce pas, des partis politiques, pour que les populations sachent ce qu'elles doivent faire et ce qui les attend. Vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais reçu 10 francs de vous depuis des mois, des années, et à qui la veille, vous venez lui remettre 10 000, 20 000 ou 30 000 pour dire vote pour tel. Les gens commençaient par réfléchir. Ils se disent, mais c'est bien de me donner 10 000, 20 000 ou de me donner 5 000. Mais il y a 2 semaines, je n'ai pas vu. Il y a 1 mois, je n'ai pas vu. Il y a 1 an, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qui va se passer après? Or, cette personne a dû assister, n'est-ce pas, à des meetings des autres partis politiques. Et comme l'a dit mon collègue en face, débat d'idées. Cette personne a été convaincue par le parti X. Alors que c'est le parti Y qui est venu lui donner de l'argent. Il prendra l'argent, il ira voter pour le parti X. Et c'est ça là qui risque de se passer dimanche prochain. Alors qu'on fasse attention. Qu'on fasse attention. Dites-le, Moussou. Oui, continuer à dire qu'il faut former au militantisme et au patriotisme. Mais dites-le, Moussou, j'avais une question. Lorsque je suis un citoyen lambda et que je suis témoin d'un acte de corruption électorale, quelle est la procédure? Quelle est la conduite à tenir? Alors, surtout ne pas jouer au justicier. Surtout. Merci. Éviter d'aller faire le Django. Voilà. Non, ce n'est pas du tout ton rôle. L'État béninois, enfin, le gouvernement béninois a mis en place, par exemple, plusieurs niveaux de recueil des dénonciations. Voyez-vous? Et que ce soit la Cour constitutionnelle, la Sénat et les organisations, les ONG, je crois, oui, de la société civile, oui, ont des représentants qui sillonnent, qui sont présents le jour du vote. Et pour la Cour constitutionnelle, avant
j'ai suivi de loin la formation, les consignes qui leur étaient données, c'est de couvrir, n'est-ce pas, le processus électoral avant, pendant et après le vote. Donc, c'est de se rapprocher de ces personnes indiquées, de les informer. C'est de se rapprocher des forces de l'ordre de sécurité publique, de les informer. C'est de se rapprocher des représentants des partis politiques présents, de les informer. Ces personnes-là, ces catégories de personnes, de ma lecture, savent l'attitude à adopter. Parce que si vous jouez au Django, ça risque de dégénérer. Ça risque de dégénérer. Alors, je me retrouve avec vous, Jean-Baptiste Elias. J'ai bien envie de vous poser cette question-là, un peu politique. Quel regard portez-vous sur l'abstention de Patrice Talon dans la campagne électorale actuellement en cours? L'abstention de... Le président Patrice Talon. Ah, moi je n'ai pas constaté une quelconque abstention de qui que ce soit. La loi est très claire. La loi donne la possibilité à tout citoyen de participer ou non, Oui. d'abord aux élections, parce que l'élection au Bénin n'est pas obligatoire. Je peux bel et bien être sur la liste électorale et ne pas aller voter le 8 janvier 2023 sans commettre aucune faute. Ben, c'est pas ce qu'il faut conseiller non plus. Voilà. Donc, première chose. Deuxième chose, je suis sur la liste électorale. J'ai la possibilité d'aller voter et j'irai voter. Deuxième chose. Troisième chose maintenant. La période électorale, avec la campagne électorale, est ouverte. Tout citoyen peut participer ou non au meeting ou aux sensibilisations de tel ou tel parti politique, de tel ou tel candidat. Ce n'est pas interdit par la loi. Et tout comme on peut ne pas le faire. De ce point de vue, je ne crois pas qu'il y ait un problème que X aille ou que Y n'aille pas. Ce n'est pas un problème à mon avis. C'est la même question. Non, Il n'y a pas de problème selon vous? Non, vous direz peut-être la non-participation physique du président Patrice Talon à la campagne électorale. Vous n'en savez rien. Il est président de la République aujourd'hui et le mandat de la 9e législature s'incruste dans son mandat. Donc, il a besoin d'une majorité confortante au Parlement. Il peut bien faire la campagne de la façon non physique, discrète. Il peut donner des éléments de langage. Il peut donner des... Est-ce que vous avez noté cela? Structures. Cela ne peut pas se noter si ce n'est pas fait publiquement, On a vu beaucoup ouvertement. de leaders politiques. Maintenant, quel est le rapport? On a vu ses prédécesseurs en telles circonstances. Chacun a reçu son éducation et chacun se comporte comme il veut dans la société. La seule chose, c'est de s'intégrer que la liberté de soi s'arrête là où commence celle des autres. Voyez-vous, celui dont vous parlez en filigrane, nous connaissons le personnage et il n'y a pas de changement dans ce type de comportement qu'on lui connaissait. Donc, moi, je ne peux pas blâmer. Il est un citoyen libre de faire la campagne de façon physique, comme il le fait, de façon folklorique, comme il le fait, avec beaucoup de tintamarre. Merci à vous. Mais d'autres aussi ont la possibilité de faire la campagne plus discrètement, sans se faire voir. Donc, chacun fait son option en fonction de ce qu'il recherche comme résultat. Voilà. Merci à vous, Dissela Moussou. Alors, Jean-Baptiste Elias, à partir du samedi à 0h, qu'est-ce qui va changer? D'abord, à partir du samedi à 0h, donc vendredi à minuit, c'est ça, hein, 24 heures, Oui, oui. toute campagne électorale doit être totalement arrêtée. C'est-à-dire de façon plus claire. Très clair, il faut tout arrêter, selon la loi. On ne doit plus voir les affiches. Merci beaucoup, j'arrive là. Les partis politiques doivent prendre les dispositions nécessaires pour enlever sur
tous les panneaux leur affichent. Au cas où ils ne pourront pas enlever le tout, qu'ils essaient, n'est-ce pas, de badigeonner afin que ça ne soit plus visible, parce que la loi interdit que ces affiches soient encore de mise à cette date-là. Ensuite, plus de meetings politiques. Il faudrait rappeler aux uns et aux autres que les affiches, les petits, comment vous appelez ça Les là? Fanillons, les casquettes et autres là, portant, n'est-ce pas, les signes distinctifs de tel ou tel parti, doivent être le plus possible mis sous boisseau, comme on le dit, pour éviter que ça ne puisse continuer par la campagne déguisée. Parce que ça ne fera pas du bon plaisir, n'est-ce pas, à ce parti-là. Au contraire, ceux qui vont faire des choses comme ça vont desservir leur parti, parce que si d'autres, comme l'a dit mon vis-à-vis, essaient de prendre un huissier pour essayer de faire le constat que des gens continuent, n'est-ce pas, de faire la campagne alors que la campagne est fermée normalement, ce n'est pas bon pour eux. Il y aura donc des suites judiciaires qui ne seront pas de bon goût pour leur parti. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde doit être calme à partir de samedi 0h. Chacun doit vaquer à ses occupations normalement à partir de samedi 0h jusqu'au dimanche matin à 6h. Et à partir de là, ceux qui sont désignés officiellement par la Sénat, ceux qui sont désignés officiellement par la Cour constitutionnelle, ceux qui sont désignés officiellement par leur parti politique, ceux qui sont désignés officiellement par les organisations de la société civile, doivent commencer à se ruer vers leur poste de vote dès 6h du matin pour être présents à l'ouverture du poste de vote, parce que tout à l'heure on reviendra dessus. Ce qui va se passer avant qu'on ouvre le poste, nous allons en faire allusion pour permettre à ce que tous ceux qui nous écoutent en ce moment puissent comprendre ce qu'il faut faire pour que les choses se passent normalement. Alors, quelle est l'attitude que l'acteur politique doit adopter à partir de samedi à 0h? Je voudrais compléter la démonstration du président Jean-Baptiste Elias pour dire qu'il y a un domaine qui devient complexe face aux dispositions légales. En parlant des élections, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux et nous n'avons pas suffisamment fait de la formation dans ce secteur pour dire ce qu'on appelle les administrateurs de ces réseaux sociaux-là, les propriétaires des blogs et les gestionnaires de pages de Facebook ou de Twitter, de toutes ces communautés-là, qu'il est de besoin de prendre les dispositions pour qu'à partir de vendredi minuit, samedi 0h, qu'il n'y ait plus de nouvelles publications s'inscrivant dans la publicité politique. Ça va se faire, ça s'est fait par le passé, ça va se faire. Mais cela représente une faiblesse à notre architecture légale dans ce domaine-là. Il faudra peut-être penser à la chose et mettre la formation en avant. Parce que c'est quoi? Les groupes sont connus et fonctionnaient déjà. Mais il pourrait avoir entre vendredi minuit, samedi 0h, d'autres groupes créés à la fin de circulation de consignes entrant dans le cadre du vote. Et là, je ne sais pas de quel outil disposent les institutions pour freiner la chose. Il faudra peut-être poursuivre les réflexions à ce niveau-là. Quel devrait être le comportement, quel doit être le comportement d'un homme politique à partir de vendredi minuit? Je dirais avant
Avant, les partis politiques ont été organisés par la HAC pour passer des messages sur un certain nombre de jours, sur certaines chaînes de radio, télévisées et Dans journaux. le cadre de la campagne médiatique. On aurait pu leur dire, la HAC aurait pu faire ce travail-là en amont, dire vos messages enregistrés jeudi, qui seront diffusés vendredi, doivent à 80% ou à 50% éduquer sur les attitudes à avoir entre samedi et dimanche. Une portion ou un pan de vos messages doit aller vers la culture de la paix, donc de la non-violence. Ça a échappé à la HAC. Il faudra mettre ça dans les recommandations pour que les fois à venir, oui, bénéficiant gratuitement de cette tranche, les partis politiques puissent, à leur dernier message, avoir 80% du temps à la formation, au patriotisme et au militantisme. Jean-Baptiste Elias, vous êtes en train de prendre quelques notes là. Vous avez quelque chose à rajouter Non, je voudrais ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure, comme comportement que l'on doit avoir. Et je remercie mon collègue pour avoir mis l'accent sur les réseaux sociaux. C'est très important. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Il y a un certain nombre de personnes qui prennent le vilain plaisir de dire qu'elles vont présenter des résultats de sondage. Mais non, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. D'abord parce que aucun régime de sondage au Bénin n'est fiable. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Ah non, ah non. Aucun n'est fiable. Ah non, je proteste. Moi, j'ai une agence spécialisée en la matière. Et je vous dis, bon, ben, on fera une émission sur ça. Il n'y a pas de souci. Très bien, et je vais vous démontrer. Donc, il faut faire très attention. Qu'on ne puisse pas dire, le samedi, voici le résultat du sondage pour dire ci, pour dire ça, il faut l'éviter. Parce que ce n'est pas bien. Ça peut permettre aux gens de croire que c'est déjà les résultats réels. Et certains peuvent en dire, bon voilà, le sondage a dit ceci, et après le résultat est cela, et ça va créer d'autres problèmes. Donc c'est important de rappeler aux uns et aux autres qu'il faut éviter de publier des sondages, des résultats de sondages le samedi, encore moins le dimanche matin. Donc c'est ce que je voulais ajouter à ce que nous avons dit. Sur la question du sondage, il y a eu, non je ne dirais pas, méprise. Le douanier certainement ne maîtrise pas le secteur. Un sondage est commandité. Et les résultats du sondage ne sont pas destinés à la publication, normalement. Voyez-vous, donc, il n'y a pas de problème à commanditer un sondage sur les intentions de vote. Je connais des partis politiques qui ont déjà fait ça, avant même le démarrage. Je parle de la publication, mon cher collègue. Je vais y arriver. Voilà. Je vais y arriver. Donc, ce qui est interdit n'est pas la commande de sondage, voyez-vous. Ce qui est plutôt interdit, c'est que la loi désigne les institutions à même de donner les tendances. La loi désigne l'institution à même de proclamer les résultats. Donc, passer de travers ou à travers ces institutions-là, c'est aller contre les dispositions légales. Cependant, je reviens aux réseaux sociaux, constituent aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un outil qui s'impose à la fraude. Vous connaissez les acteurs politiques. Ils sont ingénieux en matière de fraude électorale, partout au monde. On en a vu aux États-Unis. Partout au monde, effectivement. D'accord. Et les réseaux sociaux ont été d'un apport capital. Voilà, nous avons sorti le mot ensemble. Voyez-vous. Donc, c'est vous dire que le niveau où nous sommes aujourd'hui, il serait très difficile de dire aux populations de ne pas publier les premiers résultats enregistrés dans leur bureau de vote sur les réseaux sociaux.
Et là, ça va être un frein à la fraude parce que s'ils ont fait les photos, s'ils ont publié, oui, les institutions chargées de donner les tendances et les résultats ont pour mission ou attribution ou prérogative d'invalider, de réajuster, de faire ci, de faire ça avant de Tout à fait. donner les résultats là. Ce qui ne revient pas au citoyen lambda qui, dans son quartier, a attendu le dépouillement et a vu le résultat, a fait la photo et a envoyé au restaurant de son parti. Voilà. Alors, Justin Larousseau a parlé tout à l'heure de la fraude, Jean-Baptiste Elias. Par quelle alchimie on peut véritablement contrer ce mal aujourd'hui? La loi électorale, donc le code électoral, a mis en exergue à son premier article la transparence. Et de ce point de vue, nous devons faire en sorte ce qu'il faut pour que les résultats soient transparents. Je fais en sorte, Ne sommes pas un peuple de saints non plus. J'arrive. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour, à défaut d'éliminer la fraude, De l'éradiquer. à défaut d'éliminer la fraude, que faut-il faire pour réduire la fraude? C'est ce que j'ai compris dans votre question. Et donc, de ce point de vue, chacun va essayer de faire ce qu'il peut pour freiner la fraude. La fraude fait partie effectivement des élections. C'est l'autosurveillance, la surveillance Donc vous simultanée. confirmez les propos de certains acteurs politiques. Non, j'arrive. Qui estiment que ça fait partie des élections. Oui, mais il ne faut pas le Il n'y a pas faire. d'élection sans fraude. Il ne faut pas le faire. Écoutez, dans un match de football, on a vu déjà marquer les buts avec la main. On a vu la main de Dieu, la main de Maradona. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait éviter ça. Et pour l'éviter, il faudrait que l'on donne les tendances et que l'on proclame les résultats poste de vote par poste de vote. Ça veut dire quoi? Là, il faut que j'explique. Le code électoral a bien dit qu'au niveau de chaque poste de vote, une fois qu'on a fini, on fait les dépouillements, on fait les PV, on affiche le résultat. Point. Après, on va au niveau de l'arrondissement pour faire la compilation, etc. Mais si on devait faire poste de vote par poste de vote, il faut que lui qui était au poste numéro 2000, vous qui étiez au poste 2005, moi qui me retrouve au poste 2010, je me retrouve quand on aura fait la compilation. Or, ce n'est pas le cas actuellement. On fait la compilation totale, on donne le montant, c'est-à-dire le chiffre qu'il y a au niveau donc, de l'arrondissement. Nous en avons 546 et puis c'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire faire le résultat poste de vote par poste de vote? Quand on va dire qu'à l'arrondissement numéro tant, il y a eu 10 000 votants, tel nombre pour tel parti, 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 tel nombre pour tel parti. Vous en notez 5 là? Non, 7. Tel nombre pour tel parti. C'est un schéma de Et il faudrait que l'on puisse y adjoindre les résultats obtenus poste de vote par poste de vote dans cet arrondissement-là. Vous voulez parler du papier rapport, c'est ça? Pas le papier rapport. Comment dirais-je? La somme, le procès verbal? Non, le résultat obtenu, on peut le faire de façon électronique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire, quand on a fini au niveau du poste 2000, là où vous étiez, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, ce résultat-là, de façon électronique, soit envoyé également. Ainsi de suite. Mais ça se fait pas, c'est ce Non, que vous voulez dire? Non, c'est ça le problème. Et une fois qu'on aurait fait ça, et qu'au niveau de l'arrondissement... Moi, je connais des partis politiques qui ont les mis partis en le place font. leurs dispositions. Oui, les partis prennent les dispositions pour le faire, c'est vrai, comme vous le dites si bien. Mais ce n'est pas les partis qui proclament les résultats. C'est-à-dire, ce que nous proposons pour la transparence dont nous parlons, et qui a été d'ailleurs acté le 12 décembre 2022 à Grand Bassam par la CEDEAO,
le Bénin était représenté à partir d'un représentant de la Sénat à cette séance. J'étais dans la salle. Oui, mais quel est l'impact financier de... Non. On va laisser. Je retrouve mes instincts de journaliste. Voilà, on va laisser. Je retrouve mes instincts de journaliste. Il n'y a pas d'impact financier, tout simplement parce que le résultat qui sera fait de façon électronique est envoyé, Oui. comme vous l'avez si bien dit. Oui, ben, Une fois que c'est ça, il faut que la CEDA, en amont, dote, n'est-ce pas, les bureaux de vote, c'est le personnel des bureaux de vote. des dispositions sont prises au niveau de la Sénat et au niveau d'un certain nombre d'institutions pour avoir effectivement les résultats électroniques. Mais il faut les publier, c'est ça ce que nous disons. Ah, très bien. Nous disons qu'il faut les publier. Quand on va dire l'arrondissement tant à tel chiffre, il faut sortir au fur et à mesure les résultats de chaque poste de vote. Si bien que quand vous allez trouver que dans l'arrondissement où vous êtes, il y a tel nombre. Lui, même chose, moi aussi, même chose. Et quand on va voir en annexe que votre poste de vote où vous étiez, le résultat que vous avez obtenu ce jour-là de 8 janvier 2023 à 19h ou à 20h figure dans la liste et que c'est la somme qui donne réellement ça, c'est terminé. Il n'y aura plus de problème, la transparence sera au rendez-vous et aucun parti politique, je vous garantis, ne fera quoi que ce soit pour embrouiller la piste parce que la transparence sera au rendez-vous. Mais c'est quand on fait la somme de tout et que vous qui étiez au poste 2000, vous ne vous retrouvez plus. Lui, au poste 3000, il ne se retrouve plus. Moi, au poste 4000, je ne me retrouve plus. C'est en ce moment qu'on commence pas à se poser des questions. Parce que certains disent, ah mais non, au poste où moi j'étais, c'est tel parti qui est arrivé en tête. Donc, ils pensent que une fois que dans son poste à lui, c'est tel parti qui est arrivé en tête, donc dans sa commune ou dans son arrondissement, c'est tout ce parti-là qui doit être en tête. Ce n'est pas vrai. Dissela Moussou. Oui, les résultats bruts sont-ils... Enfin, je me pose la question. Hein. Tout à fait, allez-y. Est-ce que les résultats bruts sont forcément les résultats réels de l'expression du vote? Parce que nous avons parlé de possibilités d'annulation par les institutions chargées de le faire. Nous avons les possibilités de dire ce bulletin-là qui était déclaré nul, par exemple, au bureau de vote lors du décompte, a été validé. Alors, tout ceci... Il y a les réajustements qui s'effectuent. Voilà. Alors, est-ce que ces réajustements-là ne posent pas le problème que vous exposez? Je ne me suis pas retrouvé dedans parce que c'était le parti qui était premier à mon poste de vote. Très bien. C'est très simple. Quand le résultat brut... Là, vous posez une question, là. Oui. Intelligemment. Oui, il a dit, son réflexe de journaliste, n'est-ce pas, se déteint sur l'émission que nous sommes en train de faire. Et c'est normal d'ailleurs. Tout à fait. Quand vous avez le résultat brut, sorti des urnes, qui est envoyé, et qui a eu, comme l'a dit mon collègue, réajustement, vous mettez le réajustement à côté. À partir de cet instant, c'est clair, il n'y a pas de doute. On avait dit que tel avait tel nombre de voix. Après vérification par l'instance officielle chargée de valider ou non, nous avons estimé que ceci, et puis voici le nouveau. À partir de cet instant, tout le monde est à l'aise. Tout le monde est à l'aise. Nous allons y arriver. On va y arriver, c'est l'espérance. Alors, nous tournons progressivement vers la fin de cette émission. Je viens de vous poser la question de savoir, Jean-Baptiste Elias, quel est le comportement que doit adopter le citoyen pendant et après le vote? Premièrement, est-ce qu'en allant au bureau de vote, lorsque je sais que tel parti politique, la couleur, c'est le vert ou peut-être c'est le jaune, je peux porter juste du vert pour y aller? Ou pourquoi est-ce que vous ne citez que ces deux couleurs? Il y a le rouge également. Il y a beaucoup de choses. Et le vert, le jaune, c'est beaucoup plus prisé par les partis politiques en lice. D'abord, il faudrait que nous puissions rappeler aux uns et aux autres que chaque Béninois et chaque Béninoise ayant 18 ans et plus au 8 janvier 2023 qui s'est inscrit au RAVIP, se trouvant donc dans la base de données du RAVIP, est potentiel électeur. Nous devons le dire à tout le monde parce que cette fois-ci, ce n'est plus les intéressés qui se sont levés pour dire je vais m'inscrire sur la liste électorale. C'est d'office.
L'article 120 du Code électoral l'a prévu comme ça. Donc, c'est bon. Il faut le dire pour que chacun puisse y aller. Et chacun puisse retrouver son centre de vote et son poste de vote dès maintenant pour que dimanche 8 janvier 2023, il puisse aller exprimer son vote si tant est qu'il désire le faire. Et nous proposons, nous souhaitons en tant que citoyens que chacun aille voter. Deuxième élément, il faut que si par hasard sur la liste se trouvent des étrangers qui n'aillent pas voter. Parce que dans la base de données du RAVIP, il y a bien les Béninois et il y a bien les étrangers aussi. Le paramétrage peut éventuellement, l'erreur est humaine, laisser passer quelques individus qui soient de nationalité étrangère, que ces individus n'aillent pas voter. Troisièmement, dans la base de données toujours, il y a aussi bien les personnes décédées. J'arrive, merci beaucoup, chers collègues. Il y a des mineurs. Si par hasard, le nom de ces mineurs se trouve sur la liste électorale, qui n'aillent pas voter. Ensuite, comme il a si bien dit, il y a hélas encore des personnes décédées qu'on n'a pas pu extirper de la liste. Tout simplement parce que, on n'a pas pu le faire pour plusieurs raisons. Qu'on ne profite pas du fait qu'il y a des morts sur la liste pour faire venir d'autres personnes pour voter en lieu et place de ceux-là. Donc, nous disons non au vote à la place des absents et à la place des morts. Ensuite, nous disons non à la corruption parce que si la veille ou le jour, on vous propose de l'argent pour dire de voter pour XY, attention, nous refusons l'achat de conscience. Attention, nous demandons à ce que chacun aille voter selon sa conscience. S'il peut refuser de prendre cet argent, il n'a qu'à refuser. Au cas où il ne pourra pas, il prend, mais il vote selon sa conscience. Ensuite, nous proposons, comme nous l'avons déjà dit sur ce plateau, à ce que les grandes tendances soient publiées, poste de vote par poste de vote, et que nous souhaitons, nous recommandons à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats poste de vote par poste de vote. Et quand bien même il y aurait réajustement, que ces réajustements soient faits et portés à la connaissance du public. Estelle Lamsou, c'est la même question. Oui, et globalement, j'adhère à la démarche proposée par le FONAC pour ajouter aussi, surtout en direction des communicants, des hommes des médias, des web activistes, de s'éloigner de tout propos pouvant constituer une étincelle. Absolument. Voyez-vous, une phrase, un comportement, une image, ne le souhaitons pas. Donc, il faut que chacun, la responsabilité de chacun, soit engagée dans ce processus-là pour que nous puissions avoir un vote, des élections dignes de nous, de Béninois fiers que nous sommes. Mon deuxième point, c'est par rapport aux institutions chargées de l'organisation du scrutin ou des élections chez nous. Il va falloir que la 9e mandature, la prochaine, puisse se pencher réellement sur la question, de sorte que les responsables de ces structures-là, de ces institutions-là, soient vraiment des personnes neutres. Parce que cela me pose un problème. Et cela pose un problème à nombre de Béninois. Que membres de parti, d'un parti, se retrouvent à la tête, président d'une institution chargée de l'organisation d'un scrutin. Ça ne veut pas dire qu'on manque de confiance, ça ne veut pas dire que nous sommes dans la méfiance. Ça ne rassure pas. Mais c'est juste que ça ne rassure pas. C'est tout. Voyez-vous, donc il faudra que le Bénin, pan par pan, puisse parfaire sa démarche de dignité, puisse parfaire sa démarche de modèle de démocratie pour que, fiers, nous le demeurons. Je vous remercie. Merci à vous, Estelle Lamsou. Je m'en voudrais de finir sans qu'en recueillir vos espérances par rapport à cette élection-là et à la 9e législature. Le 8 janvier 2023,
les Béninois sont appelés aux urnes pour élire la 9e législature du Bénin. Au niveau de la société civile, au niveau du FONAC, nous souhaitons que tout le monde fasse en sorte que la paix qui est actuellement en vigueur puisse être préservée à tout prix. Que personne, quel que soit son niveau, ne puisse perturber le bon déroulement des élections et que le meilleur gagne. Voilà l'essentiel de ce que nous voulons dire pour terminer cette émission. Distella Moussou. Peuple béninois, compatriotes, je vous invite à aller accomplir en toute responsabilité, en toute liberté et en toute indépendance l'acte qui fait de vous acteur de la gestion de la cité. Si vous n'allez pas voter, les lois seront prises en votre place. Si vous ne participez pas au choix de ceux qui iront à la représentation nationale, nous le perdons souvent de vue. L'Assemblée nationale s'appelle la représentation nationale. Ça veut dire quoi? Il est de ton devoir, de ton droit d'envoyer là-bas qui tu veux pour aller parler en ton nom. Donc, il est du devoir de chacun d'aller voter. Aussi voudrais-je demander aux parents d'informer leurs enfants qui viennent d'avoir 18 ans, qui sont primo-votants, et qu'ils commencent par se dire eux aussi, parce qu'à 18 ans, ils commencent déjà à entrer dans la vie active, qui commencent par s'intéresser à la chose publique. Comme ça, c'est ensemble que nous allons construire ce pays-là. Je vous remercie. Merci à vous, Distella Moussou. Je rappelle que vous avez intervenu sur ce plateau en qualité d'analyste politique, consultant médias et communication. Ce n'était pas facile, mais c'était avec un réel plaisir que je vous ai vu. Merci également, vraiment très sincèrement, merci à Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales contre la corruption. Merci d'avoir cette invitation. Merci d'être venu. Merci pour la qualité du débat. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité accordée à ce programme Télé sur Réalité. Vous avez pu comprendre que nous n'avons pas pu aborder certaines questions névralgiques au regard de la période donnée. On va se retrouver très prochainement pour d'autres rendez-vous médias. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV.